On les appelle les îles d'or. Porquerolles et Port-Cros appartiennent au même archipel méditerranéen. Elles sont soumises aux mêmes influences climatiques et pourtant, malgré leur proximité, elles présentent des paysages très différents. Chaque année, 1 million de personnes visitent Porquerolles et 300 000 se rendent sur Port-Cros. Ici, l'homme essaie de concilier tourisme et protection du paysage, un équilibre fragile. Porquerolles et Port-Cros sont à moins d'1 heure de bateau de Hyères, la ville sur le continent juste en face. Pour comprendre l'origine commune de ces deux îles, il faut monter au château de Sainte-Claire, le point le plus élevé de Hyères. Nicolas Gérardin est chargé de mission pour le parc national de Port-Cros, qui gère également une grande partie de Porquerolles. Quand on monte sur les hauteurs de Hyères, on a un peu du mal à faire la différence entre ce qui est le prolongement du continent et les îles. Ces îles, elles ont la même histoire géologique. Voilà, alors c'est un morceau détaché du massif des Morts qui a été jeté en mer par l'histoire géologique. Et en fait, c'est deux histoires qui s'entrecroisent de façon permanente dans le cours du temps, que sont l'histoire naturelle, qui a décidé de la présence dans le cours du temps de telle et telle espèce, la forêt, le pin d'Alep, le chêne vert, l'oléastre, et de l'histoire humaine qui les a fortement marqués, avec la présence de forts, la présence d'espaces agricoles, des traces soit très visibles, soit beaucoup plus discrètes. Et je t'invite justement à aller les découvrir parce que c'est une sorte de machine à rêver et à remonter le temps. Porquerolles, une petite île de 1200 hectares posée sur la Méditerranée. Comme au bout du monde, on vient y chercher le dépaysement. L'État français possède 80% de ce territoire classé site naturel depuis 1988. Autrement dit, la campagne provençale avec ses vignes et ses oliviers, mais aussi la forêt méditerranéenne, sont sous haute surveillance. L'équipe du parc national cherche à aménager l'île pour préserver sa beauté originelle. Serge Moreau en est le chef de secteur. Mais Serge, elles sont où les grandes plages de sable blanc qu'on va trouver sur le continent? Il n'y en a pas sur l'île ou quoi? Non, les grandes plages qu'on trouvera sur le continent, c'est pas la même chose. On est dans un cœur de parc et donc on a un traitement naturel des plages. Ce traitement naturel, il permet de garder les posidonies, il permet de garder le bois, il permet de garder, alors évidemment les grands morceaux de bois on les enlève, mais ces posidonies ont un rôle biologique à jouer, mais également permettent ou évitent l'érosion des plages. Ce qui permet évidemment de conserver ce beau sable blanc sur l'ensemble des plages. Et ça participe également à l'identité de l'île. Absolument, ça participe à l'identité de l'île. Là, on est sur une des plages les plus fréquentées. Hein. Je vais te faire voir, Raphaël, regarde. Donc, on est ici sur la partie nord de l'île, donc sur cette plage qu'on appelle la plage d'Argent. Et l'ensemble de la population touristique vient fréquenter le nord de l'île. Alors, j'aurais tendance à dire que, si on regarde bien la configuration de l'île, que ça a fait pencher l'île du côté nord, puisque en fait les falaises sont ressorties derrière, et c'est en même temps un miroir évidemment du continent, puisque les plages sont au sud, ici les plages sont au nord. Et c'est comme si tous les gens qui venaient sur Porquerolles se mettaient au nord et on fait basculer l'île vers la mer. Bon, j'imagine que c'est pas vrai. Mais je rigole. Mais néanmoins, il y a énormément de monde. Il y a énormément de monde qui vient s'accumuler. Voilà, le ici. maximum de gens sur ces plages du nord de l'île. Le problème, c'est les journées où il peut y avoir jusqu'à 12 000 personnes sur l'île, ce qui est en une journée énorme et ce qui produit évidemment des tas de désagréments, à la fois sur la nature elle-même. On peut regarder par exemple... Là, ça a des conséquences sur le paysage alentour qu'on peut voir. Absolument, Raphaël, regarde. Ici,
Entre la plage d'Argent et la plage du Bon Renaud, les touristes donc vont passer régulièrement De l'une à l'autre. de l'une à l'autre, et on voit la différence évidemment de végétation entre l'endroit qui est érodé par les touristes et les endroits qui sont en pleine végétation. Il y a un moment où il faut absolument arrêter de mettre trop de monde sur l'île. Ok. Et moi, si je veux venir visiter Porquerolles, je peux débarquer avec mon 4x4? Ah non, tu peux pas, malheureusement. C'est impossible de pouvoir venir sur Porquerolles avec son véhicule. C'est interdit. Absolument, c'est à part certaines personnes. Et ça, c'est une réglementation qui existe au regard du paysage. Alors, c'est une réglementation qui existe depuis 1985, compte tenu des problèmes que ça posait. Voilà. Donc, Mais des problèmes de sécurité, des problèmes de... C'est aussi pour garder l'identité de l'île? C'est d'abord pour la sécurité, mais ensuite aussi pour donner un espèce de charme à l'île. Et d'ailleurs, ce charme est conservé. Est conservé, et donc voilà. Et ça, c'est des forêts typiques Porquerolles? Typique méditerranéenne. Méditerranéenne. On va trouver Voilà. les mêmes sur le continent? On va trouver pas tout à fait les mêmes parce que ici c'est soumis au vent, et le vent donc a tendance à changer un petit peu l'aspect des arbres. Ils vont monter moins haut, ils vont être... Il y a des endroits où ils vont être vraiment très bas parce que le vent va les empêcher de pousser. Près des falaises, au sud de l'île, Serge Moreau doit restaurer les paysages pour leur rendre leur aspect naturel après le passage des touristes. Alors comment on fait pour penser une plaie dans le paysage, concrètement? D'abord, c'est relativement compliqué, il faut du monde, il faut des plantes. Donc on prend les plantes sur Porquerolles, on vient installer ici des troncs d'arbres qui évitent évidemment le vent de venir enlever les plantes. Après, on prend que de la végétation autochtone, donc on va avoir du pin d'Alep, de la barbe de Jupiter, on va avoir de la bruyère arborescente, donc toutes les plantes qu'on retrouve sur Porquerolles. Ici, on peut remarquer que ça fait 7 ans qu'on a commencé cette cicatrisation, et il faudra peut-être encore 5 à 10 ans avant d'obtenir une cicatrisation complète. C'est-à-dire retrouver le paysage d'avant, à savoir l'ambiance un peu bruyère, verdoyante sur tout le littoral. Absolument. Notre volonté, c'est de conserver le paysage et son caractère. Auteur de documentaires, écrivain, Maxime Prodromides a vécu entre Paris et Marseille avant de poser ses valises à Porquerolles. Cette île représente pour lui la quintessence de la Méditerranée. Maxime m'emmène sur les hauteurs pour mieux comprendre son histoire qui le passionne. Alors les chemins de Porquerolles, comme celui-ci, ont été tracés par les militaires, pour les militaires, lors de la construction des forts. Là, nous sommes sur le chemin de la Repentance, qui conduit donc au fort de la Repentance, construit fin 19e siècle. Comme le fort, comme souvent, était construit sur une crête, il sépare, c'est un massif qui sépare 2 plaines. La plaine de Notre-Dame et la plaine de la Courtade. Donc il y a 4 plaines à Porquerolles, qui délimitent 4 espaces géographiques, topographiques, où se sont installées les cultures depuis l'époque des Romains. Les premières traces de présence humaine, elles remontent à quand? Les premières traces, elles remontent aux Phocéens, c'est-à-dire c'était des Grecs qui étaient venus de Marseille, Marseille grec, qui avaient installé un comptoir en face, à côté d'Hyères, à Olbia. Et il y a un village de pêcheurs qui s'est installé probablement au 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Et ça s'est chevauché avec l'arrivée des Romains, qui étaient souvent des Romains qui avaient fait la guerre avec César et qui étaient venus ici parce qu'ils avaient reçu des lots. Et donc c'est comme ça que l'île a été mise en culture par les Romains, notamment dans cette plaine. Donc ça, c'est les premières implantations connues. Ensuite, il y a eu des moines qui sont arrivés au 5e siècle, parmi les premiers chrétiens de Provence, qui se sont installés sur des falaises et qui en fait montraient par l'exemple de leur vie, exemplaire, érémitique, qui montraient l'exemple et la beauté de la chrétienté et l'intégrité de la chrétienté.
Et l'implantation de l'homme, elle s'est déroulée de la même façon à Porquerolles et à Porquerolles, parce que finalement c'est juste à côté, Porquerolles. Elle s'est déroulée de la même façon. En tout cas, ce sont les mêmes peuples qui ont occupé Porquerolles et Porquerolles aux mêmes époques. Simplement, il y a une différence d'accessibilité. Porquerolles, qu'on voit en face de nous là-bas, est plus petite, moins naturellement ouverte, avec moins de plages, moins de criques ouvertes. Donc c'était plus facile d'aborder à Porquerolles, de créer des ports, de décharger des marchandises, de rembarquer d'autres marchandises. Et ceux qui ont tout de suite vu ça, après les Romains, qui se sont installés dans cette plaine-là, ce sont les barbaresques, les morts. Pendant 10 siècles, du 7e au 17e siècle, les barbaresques ont occupé Porquerolles comme base arrière pour se lancer en mer à l'assaut des galères du roi qui partaient de Toulon. Donc ça mettait François Ier en fureur. Ils attendaient que les galères passent ici au large, et hop, ils partaient d'une plage ou d'une calanque et ils allaient d'abord piller les galères du roi et ensuite les couler. Ils revenaient avec leur butin qu'ils stockaient à Porquerolles. C'était leur base arrière ici? C'était leur base arrière et à la fin de la saison, ils emmenaient tout à Alger. Voilà. Donc ça a été l'occupation barbaresque et mort pendant donc des siècles et des siècles. Voilà. Et donc Porquerolles, c'est plutôt l'échappatoire secret. Voilà. À bord du bateau pour Porquerolles, difficile d'échapper aux manœuvres de la Marine nationale. Le port de Toulon n'est pas loin et une base de lancement de missiles est installée sur l'île du Levant à côté de Porquerolles. Plus on s'approche de Porquerolles, plus le ciel s'assombrit, rendant l'île encore plus mystérieuse. On découvre des paysages complètement différents des espaces ouverts de Porquerolles. Ici, la densité de la végétation semble vouloir protéger ces 700 hectares de la présence humaine. Un seul village de 30 habitants accueille le visiteur. Étienne Baudin gère la protection de l'île pour le parc national. À Porquerolles, il est notamment interdit de fumer. Ceux qui enfreignent la règle risquent 135 € d'amende. Les paysages de l'île, comme à Porquerolles, sont marqués par l'occupation humaine, avant tout militaire. 11 forts à Porquerolles et 5 à Porquerolles. Les îles d'Or sont toujours les postes de garde du continent. Là, je viens de Porquerolles et c'est surprenant parce qu'en arrivant sur Porquerolles, on voit bien que c'est une île qui est beaucoup plus boisée, couverte par la végétation. Oui, effectivement, ton sentiment est bon. On va le voir de là-haut, on va entrer dans le fort. Et Porquerolles est une île qui est presque exclusivement forestière. Allez, on y va. Là, c'est le fort de l'Estissac. Et cette île, alors, elle a été conquise, elle a été attaquée à de nombreuses reprises. Entre les attaques des pirates venant d'Afrique du Nord, les Anglais, les Espagnols et les Allemands qui l'ont occupée effectivement pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a changé de main de nombreuses fois. Pour finalement, depuis la Seconde Guerre mondiale, être réoccupée de manière tout à fait civile. Là, les forts ne sont plus du tout occupés par les militaires. Voilà, on arrive donc au sommet de la tour de l'Estissac. D'où on imagine assez aisément, grâce au point de vue, les anciens occupants pouvaient voir les ennemis arriver d'assez loin. Par contre, on peut y voir donc l'île aux Bagots, qui est en réserve intégrale, et puis derrière l'île de Porquerolles. Donc là, il faut bien imaginer que la terre la plus proche, c'est quoi? C'est 30 minutes de traversée, quoi. D'accord, donc c'est une accessibilité toute relative. Voilà, c'est ça. Et est-ce que ça participe à expliquer la couverture végétale de l'île, ça? Alors l'inaccessibilité donc relative de cette île a participé en fait à sa protection, forcément. Parce que les échanges avec le continent étaient quand même beaucoup plus compliqués et la vie sur place était donc assez rude. Les activités humaines, du coup, étaient quand même assez réduites. On peut le voir ici, hein, c'est que c'est une île qui est quand même assez escarpée, ce qui limitait les possibilités d'accès, notamment pour l'élevage, pour l'agriculture. Donc c'est une forêt qui a été finalement très peu exploitée. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun déboisement? Alors, il y a eu 25% de surface qui a été déboisée. Alors, ce déboisement, il est en lien avec les activités agricoles, mais aussi
avec une activité industrielle à Portman, donc c'est dans cette direction, c'est derrière à peu près de l'autre côté de l'île. Il y a une fabrique de soude, donc cette soude elle servait à faire les savons de Marseille. Et cette soude pour être produite, il y avait besoin de beaucoup d'énergie et pour ça ils brûlaient du bois. Et ce bois il fallait bien le trouver quelque part, il était là sur place et il y a eu un petit peu de déforestation. Alors pas beaucoup d'exploitation forestière, mais ça n'empêche pas les incendies évidemment. Alors, les plus importants anciens remontent à 1902-1913. Et ce qui fait que le massif qu'on voit ici, globalement, a une petite centaine d'années, ce qui est quand même pas mal par rapport à ce qu'on peut trouver en face, où il y a des incendies qui passent parfois sur certaines zones tous les 20-30 ans, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas d'incendie pendant longtemps, ça change le visage de la forêt. Après un incendie, typiquement, on retrouvera de nombreux pins, des pins d'Alep, c'est ceux qu'on trouve ici. Et au fur et à mesure que les années passent, la dynamique forestière étant ce qu'elle est, donc les pins vieillissent, le chêne vert sous les pins commence à se faire de la place, à monter, et au fur et à mesure que les pins vieilliront, casseront, notamment en lien avec les tempêtes qu'on peut avoir ici l'hiver, c'est une forêt de chêne, principalement de chêne vert, qui s'établira dans la plupart des endroits ici. Si les paysages de Porquerolles restent sauvages, ceux de Porquerolles ont été dessinés par l'agriculture, pourtant limitée à 20% des terres. Je retrouve Maxime pour en savoir plus sur l'histoire de Porquerolles. Maxime, comment se fait-il que tu connaisses aussi bien l'histoire de cette île? Parce que tu as l'air vraiment de maîtriser chaque détail de cet endroit. Il se trouve que cette île a été achetée par mon grand-père en 1912. Mon grand-père était un aventurier qui avait fait fortune au Mexique. Et quand il a acheté l'île en 1912, ça a déterminé, pour tous les descendants Fournier qui sont sur l'île encore aujourd'hui, une réalité et une vie de tous les jours. Voilà. Si aujourd'hui on a un paysage de culture avec des champs, des espaces cultivés, c'est parce que ton grand-père a eu cette vision pour cette île-là au début du XXe siècle. Et son double projet, c'était de mettre une île en culture et de faire revivre une île avec un village, une coopérative, un ensemble de choses qui faisaient que c'était un territoire autonome. En plantant des vignes, des cultures maraîchères, en construisant une centrale électrique, il a rendu très vite l'île autosuffisante. Et donc, les Porquerollais ne voyaient pas pourquoi ils seraient allés sur le continent. D'ailleurs, on disait à l'époque, quand un Porquerollais allait en face, il disait « je vais en France ». Il n'est même pas « je vais sur le continent, je vais en France ». C'est pas qu'on se sentait pas en France, c'est qu'on se sentait ailleurs. Et il a organisé la culture sur l'île de manière à ce qu'elle devienne autonome. C'est-à-dire qu'il a vraiment façonné les paysages de l'époque. Alors, en 1897, donc un peu plus d'une dizaine d'années avant son arrivée, il y avait un énorme incendie à Porquerolles qui a ravagé quasiment les 3/4 de l'île. Donc quand on met en vigne, ça crée des coups-de-feu, déjà. C'est-à-dire, la vigne peut brûler, c'est dramatique, mais c'est moins grave comme ravage que si la forêt brûle. Et puis la vigne brûle moins, d'abord. Ensuite, il a planté des cyprès, d'une part pour casser l'effet du Mistral, qui est fort, qui vient de là, pour les vignes, et en même temps, les cyprès, ça sert aussi de coupe-feu, parce que si le feu prend, le feu monte dans le cyprès tout droit et s'arrête là. Enfin, en tout cas, il est retardé. C'est-à-dire la production, la sécurité par rapport aux incendies, tout ça, c'était pensé, c'était intégré, et il a organisé l'île. Il a créé un paysage, mais qui était comme en germe, voilà, qui attendait son bon génie. Voilà. Même s'il faut composer avec les touristes aujourd'hui, les idées d'aménagement du territoire réalisées par François-Joseph Fournier continuent de prévaloir. Porquerolles, qu'il avait offerte à sa femme en cadeau de mariage en 1912, faisait écho à son passé. Elle est curieuse quand même cette place, Maxime, elle est juste grande, disproportionnée. Ouais. Elle s'appelle la place d'Armes, c'est-à-dire que c'est là que les militaires qui étaient stationnés dans tous les forts qu'il y avait autour de Porquerolles venaient faire les manœuvres. Donc on a des vieilles photos du 19e, fin du 19e, début du 20e siècle. On voit tous les militaires là, en randonnion, l'arme au pied, avec les beaux costumes. Mais on avait demandé à un militaire de dessiner cette place. Et l'église. Donc c'est un militaire qui a dessiné et fait construire l'église. Et ce militaire, il avait une particularité, c'est qu'il avait été au Mexique avec Napoléon III. Et les Français qui avaient fait partie de l'expédition sont revenus pour certains fascinés par le Mexique, donc ce colonel du génie architecte. Et quand on lui a demandé de dessiner la place ici, en fait il a fait une place mexicaine. Donc c'est pour ça que cette église, elle a un petit air de quelque chose comme Oaxaca au Mexique. Et je pense que François-Joseph Fournier, quand il a mis les pieds ici la première fois, dans le village de Porquerolles, sur la place de Porquerolles, avec son passé à lui, avec son passé mexicain, quand il est arrivé et qu'il a vu ça, je pense qu'il s'est aussi immédiatement senti chez lui.
Donc il y avait comme une sorte de précédent mexicain qui préludait à l'arrivée de Fournier le Mexicain à Porquerolles. L'histoire des porquerolais tourne autour de l'armée. Ben, en fait, c'est une île paradisiaque, mais on oublie qu'il y a une présence de l'armée très forte, parce que Porquerolles c'était le verrou de Toulon, qui était le plus grand port français sur la Méditerranée, un des plus grands de la Méditerranée. Donc une touche mexicaine, une touche martiale, c'est assez disparate en fait, hein, Porquerolles, en termes de paysage, d'ambiance. Oui, mais c'est souvent les choses disparates qui, par la grâce de la nature, des lieux, de l'esprit des lieux, finissent par fusionner et faire quelque chose d'homogène. Maxime a également planté des oliviers. Ces 230 arbres nous attendent. Regarde, tu prends le rameau là, par en dessous ou par au-dessus, et tu enlèves les olives. Si tu les fais une à une, ça va prendre un peu beaucoup de temps. D'accord. Voilà. Et nous, on le fait encore de façon artisanale, parce que ce sont de jeunes arbres qui ont 3 ans. On ne veut pas les blesser. Et sinon, ça se fait au peigne mécanique. C'est-à-dire que le porquerolais, aujourd'hui, il a l'impression de vivre dans une société à part. C'est une forme de vie, oui, qui a ses particularités et son identité, ça c'est certain, oui. Il y a quelque chose qui n'existait pas du temps de ton grand-père, c'est le parc national qui a autorité sur ces îles et qui impose un certain nombre de règles. Et ça change peut-être un petit peu aussi la vie et le paysage. Les filles de François-Joseph Fournier, dont ma mère, ont vendu à l'État en 1971 la majeure partie de leur propriété afin que l'île soit protégée par l'État via le parc national. Porquerolles n'était pas parc national jusqu'à il y a très récemment, c'était un parc domanial géré par le parc national de Porquerolles. Mais l'idée à l'époque, c'est de protéger le paysage? Oui, c'était d'éviter l'urbanisation, de protéger le paysage, de sauvegarder cette nature magnifique. Bon. Et il y a une nouvelle loi qui a été votée en 2006 qui maintenant fait en gros de Porquerolles un parc national. Le parc national est un peu obligé de marcher dans ses traces, ou en tout cas de respecter l'esprit. C'est effectivement de préserver Porquerolles, mais pas seulement de préserver, de faire en sorte que la vie à Porquerolles soit harmonieuse socialement. Il faut que les gens puissent vivre, si tu veux, sans que ça endommage le paysage. C'est toujours un équilibre délicat à réaliser. Et aujourd'hui, les règles qui s'appliquent à Porquerolles, ce sont les mêmes qui s'appliquent à Porquerolles? Ça, pour voir ça, il faut que tu ailles à Porquerolles, parce que là, tu verras, si tu veux, à quel point c'est similaire et à quel point ça peut être en même temps différent de Porquerolles. Je suis retourné sur l'île voisine malgré une météo menaçante. Étienne Baudin et son adjoint François voulaient me montrer un autre aspect de leur travail de protection autour de Porquerolles et son parc marin, le premier d'Europe. Et donc c'est ça la plante envahissante. Tu l'appelles comment déjà? Voilà, c'est la griffe de sorcière. Elle est pas si moche que ça, elle est plutôt En fait, jolie. en fait, elle est très jolie. Parce que dans le paysage, finalement, ça choque pas, même si c'est pas Le naturel. seul problème, c'est que ça aboutit à terme à une uniformisation du paysage qui fait qu'il n'y aura plus que cette plante-là. Au niveau de l'habitat qu'elle occupe, il y a une bonne dizaine de plantes originaires d'ici qui occupent cet habitat, qui sont complètement éradiquées justement par la griffe de sorcière. Venez nombreux. Porquerolles, ses plages, ses conditions météorologiques idéales. Voilà. Finalement, Porquerolles, c'est une île qui est relativement épargnée par les impacts liés au tourisme. C'est peut-être un peu moins le cas chez sa petite sœur ou sa grande sœur Porquerolles. Oui, effectivement, ouais. Sur la partie terrestre, le tourisme est très canalisé sur les plages où il y a un petit peu d'impact. Par contre, sur la partie marine, au-delà du fait qu'il y a quand même une protection qui est efficace, on constate quand même, par exemple dans les zones où c'est pas protégé, qu'il y a quand même des dégradations. Mais effectivement, ici à Porquerolles, la réglementation est quand même plus contraignante qu'à Porquerolles, ce qui permet une protection du milieu et notamment des fonds marins qui est quand même meilleure. Pour
large de Port-Cros, mérous et barracudas se reproduisent en abondance. À Porquerolles, la flore est exubérante. Ces paysages entre terre et mer laissent peu de place à l'homme. Difficile pour lui de limiter son espace, mais c'est le prix à payer s'il veut continuer à profiter de l'identité unique de Porquerolles et Port-Cros, les îles d'or de la Méditerranée.